Dans le Val-de-Loire, en l'an 1887, Constance de Valois, une jeune femme sans mère et condamnée par sa propre intelligence, est traînée par les cheveux devant les autorités et les propriétaires terriens qui assistent à la scène dans un silence accusateur. Son père, le baron Joseph de Valois, l'humilie pour la punir d'avoir défendu les droits des ouvriers agricoles à sa propre table, devant des regards qui la jugent non pour la violence subie, mais pour l'audace d'avoir parlé. Lorsqu'un diplomate fraîchement revenu d'Europe est témoin de la scène, une intervention inattendue change le destin de tous. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que ce geste de protection exigerait un prix émotionnel et ouvrirait une chance de liberté qui transformerait deux vies marquées par la culpabilité. Dites-nous en commentaire d'où vous suivez cette histoire et répondez. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans un roman d'époque? Préparez-vous à un récit de rédemption, de liberté conquise et d'amour mature, où deux survivants de leur propre prison trouvent l'un en l'autre la possibilité d'un nouveau départ. La lumière dorée du matin se déversait à travers les vitres poussiéreuses de la bibliothèque du domaine Saint-Sébastien, dessinant des motifs géométriques sur le parquet en chêne. L'arôme de papier vieilli se mêlait au parfum des jasmins, qui poussaient à l'état sauvage le long du mur de pierre, apporté par la brise qui annonçait une nouvelle journée de chaleur étouffante dans le Val-de-Loire. Dans ce refuge silencieux, Constance de Valois gardait ses doigts délicats posés sur les pages d'un volume d'Émile Zola. Sa respiration était suspendue, comme si le simple fait d'inspirer pouvait briser l'enchantement des mots. À 22 ans, Constance n'était pas une femme qui correspondait au moule attendu de sa position. Sa peau mate, héritage de sa mère métisse décédée en couche et dont son père interdisait de prononcer le nom, la distinguait des filles pâles des propriétaires voisins. Ses yeux sombres, presque noirs sous la faible lumière du matin, ne passaient pas inaperçus dans un monde qui mesurait encore la valeur à la teinte de l'épiderme. Son visage, cependant, irradiait une intelligence inquiète qui dérangeait les hommes habitués à la soumission féminine et intriguait les rares femmes qui osaient la regarder avec plus d'attention. Elle portait une simple robe de coton bleu marine, sans les volants et les dentelles que d'autres jeunes filles de sa classe portaient même à la maison. Constance avait appris très tôt que les ornements attiraient l'attention, et l'attention, dans son expérience, précédait toujours la punition. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon bas, quelques mèches rebelles s'échappant pour encadrer son visage de petites ondulations qu'elle ne parvenait jamais à dompter complètement. Non qu'elle s'y efforçât vraiment. Il y avait des batailles plus importantes à mener. La bibliothèque du domaine Saint-Sébastien était son unique sanctuaire. Ce n'était pas une collection impressionnante, peut-être 200 volumes au maximum, beaucoup sur la gestion agricole et l'économie viticole, quelques romans français ayant appartenu à sa mère, et une curieuse collection de périodiques socialistes que Constance cachait derrière les traités sur la viticulture. Son père, le baron Joseph de Valois, tolérait sa présence ici car il considérait la lecture comme une occupation inoffensive qui gardait sa fille tranquille et hors de son chemin. Le baron n'imaginait pas que Constance avait développé au fil des ans une éducation autodidacte qui rivalisait avec celle de nombreux licenciés en droit. Elle lisait tout ce qu'elle pouvait trouver, des classiques français aux journaux que les visiteurs laissaient traîner dans le salon. Elle avait appris l'anglais avec les romans de sa mère, développé des opinions politiques avec les textes réformateurs et s'était forgé une vision du monde qui l'éloignait de plus en plus de la réalité brutale du domaine où elle était née. Ce matin-là, alors qu'elle lisait sur l'hypocrisie des élites qui se disaient chrétiennes mais soutenaient l'exploitation des ouvriers, Constance pouvait entendre les bruits lointains du domaine qui s'éveillait, la cloche de la chapelle, sonnant à 6 heures, les pas lourds des régisseurs se dirigeant vers les vignobles, les pleurs d'un enfant né dans les logements des ouvriers agricoles que son père s'obstinait à appeler des employés sous contrat. Depuis que la loi avait changé les conditions de travail, elle ferma le livre en entendant les pas familiers de son père dans le couloir. C'étaient des pas qu'elle avait appris à reconnaître depuis l'enfance, fermes, décidés, sans hésitation.
Des pas qui annonçaient des ordres, des critiques ou le silence encore plus cruel de son indifférence. Constance rangea rapidement le volume sur l'étagère et prit un traité de botanique, un sujet que le baron jugeait approprié pour les jeunes filles. Le baron Joseph de Valois entra dans la bibliothèque sans frapper, comme à son habitude, dans une maison qu'il considérait comme une extension de son propre corps. À 53 ans, c'était un homme encore vigoureux, avec une épaisse moustache grisonnante et des yeux clairs qui contrastaient avec sa peau tannée par le soleil des vignobles. Il portait toujours des vêtements sombres, même dans la chaleur insupportable de la vallée, comme s'il était perpétuellement en deuil. Peut-être pour l'épouse qu'il avait perdue, peut-être pour une époque qu'il sentait lui échapper. « Nous avons des invités importants ce soir », annonça-t-il sans préambule, observant Constance, avec cette expression qu'elle connaissait si bien. Un mélange de déception et de résignation, comme on regarde un investissement qui n'a pas rapporté les dividendes escomptés. Des notables de la région. Tu dîneras avec nous et tu resteras silencieuse, comme il convient. Constance baissa les yeux sur le livre entre ses mains, sentant la tension familière s'installer dans ses épaules. Oui, mon père. Aimais quelque chose de convenable. Pas ces couleurs sombres que tu t'obstines à porter. Tu as déjà l'air assez lugubre, sans avoir besoin de renforcer l'impression. Les mots la blessèrent, comme toujours, mais Constance avait développé au fil des ans une carapace autour de son cœur. Elle acquiesça en silence, attendant qu'il se retire. Quand elle fut enfin seule à nouveau, elle regarda par la fenêtre les vignobles qui s'étendaient à perte de vue, des rangées interminables de cèpes verts ponctués par les dos courbés d'hommes et de femmes dont la liberté était encore négociée comme une marchandise. Constance ne savait pas, en ce matin tranquille de 1887, que le dîner de ce soir-là détruirait le fragile équilibre de son existence et la lancerait sur un chemin sans retour. Elle ne savait pas que ses paroles, enfin libérées après des années de silence ravalé, changeraient non seulement son destin, mais toucheraient aussi le cœur d'un homme qui, depuis 15 ans, évitait de ressentir quoi que ce soit. Pour l'instant, elle retourna simplement à son livre de botanique, mémorisant les noms scientifiques des plantes, tandis que son esprit vagabondait vers des jardins qu'elle n'avait jamais vus, des villes qu'elle n'avait jamais visitées, et une liberté qu'elle osait à peine imaginer. La table de la salle à manger du domaine Saint-Sébastien était dressée avec l'argenterie réservée aux grandes occasions. Des bougies de cire importées illuminaient les visages des invités. 3 propriétaires terriens de la région, un juge du tribunal départemental, un négociant portugais possédant des commerces à Paris, et Samuel de Beaumont, comte de Valérie, un diplomate fraîchement revenu d'Europe sur qui circulaient des histoires contradictoires. Constance occupait sa place à l'extrémité opposée de son père, vêtue d'une robe vert mousse, ce qu'elle possédait de plus convenable. Elle gardait les yeux baissés, les mains jointes sur ses genoux, jouant le rôle qu'on attendait d'elle, la fille obéissante, l'ornement silencieux de la maison, la preuve de la respectabilité de l'hôte. La conversation tournait autour des sujets habituels, la qualité de la vendange, les prix au port du Havre, les changements politiques à Paris. Constance laissait les mots couler autour d'elle comme de l'eau sur des pierres, jusqu'à ce qu'elle entende le juge mentionner nonchalamment la question ouvrière, se référant au débat sur les droits des travailleurs, avec le même ton qu'on utiliserait pour discuter du temps. « C'est une hystérie sans fondement », déclara l'un des propriétaires, un homme corpulent avec des bagues en or à ses doigts boudinés. Notre économie s'effondrera si nous cédons à ces idéaux romantiques venus de Paris. Les ouvriers ne sont pas prêts pour plus de droits. Sans mentionner, ajouta un autre, que ce serait injuste pour les propriétaires qui ont investi des fortunes dans leur domaine. Où est la justice à vouloir nous imposer de nouvelles charges? Constance sentit les mots lui brûler la gorge. Elle avait lu les arguments des réformateurs, connaissait les statistiques, comprenait l'immoralité fondamentale de traiter un être humain comme un outil. Mais plus que cela, elle avait vu. Vu les dos marqués par le travail éreintant, les mains crevassées, les yeux sans espoir des femmes séparées de leurs enfants, envoyées travailler sur d'autres domaines. Une propriété, répéta-t-elle à voix basse, presque sans se rendre compte qu'elle avait parlé à voix haute.
Le silence tomba sur la table comme un linceul. Tous les regards se tournèrent vers elle. Son père la fusillait du regard, un avertissement glacial dans les yeux. Mais quelque chose en Constance s'était brisé. Peut-être les années de silence accumulées, peut-être l'hypocrisie de ces hommes qui se disaient chrétiens tout en défendant l'indéfendable. Peut-être simplement la conscience que si elle ne parlait pas à ce moment-là, elle n'en aurait plus jamais le courage. « Les gens ne sont pas une propriété, » dit-elle, sa voix gagnant en fermeté. « Ce sont des êtres humains, avec une âme, une dignité et un droit inaliénable à la liberté. L'exploitation n'est pas seulement économiquement insoutenable, elle est moralement indéfendable. Il n'existe aucun argument légal, économique ou religieux qui justifie qu'un homme en possède un autre. » Le choc à table était palpable. Le négociant portugais laissa tomber sa fourchette. Le juge s'étouffa avec son vin. Les propriétaires la regardaient comme si elle avait blasphémé à la messe. Mais ce fut l'expression de son père que Constance n'oublierait jamais. Ses yeux clairs devinrent de la glace pure. Sa mâchoire se contracta en une ligne dure et une rougeur de colère monta le long de son cou comme une marée montante. « Tu vas te retirer », dit-il d'une voix basse et mortelle, immédiatement. « Père, je ne fais que... » « Silence !» La voix du baron explosa dans la pièce, faisant vaciller les flammes des bougies. Il se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière avec un grand bruit. « Tu oses me faire honte dans ma propre maison, devant mes invités, en propageant ces idées pernicieuses que tu as apprises on ne sait où. » Constance se leva aussi, tremblante, mais gardant le regard ferme. « Je les ai apprises dans les livres, monsieur, dans les principes chrétiens que vous prétendez suivre, en observant la souffrance autour de nous et en ayant assez de conscience pour la reconnaître comme une injustice. » La gifle fut si rapide qu'elle n'eut pas le temps de l'esquiver. La main du baron s'abattit sur son visage avec une force suffisante pour la faire chanceler, le goût métallique du sang emplissant sa bouche. Il y eut des exclamations étouffées de la part des invités, mais personne ne bougea pour intervenir. « Va dans ta chambre !» siffla le baron, la saisissant par le bras avec une force brutale. « Et tu y resteras enfermé jusqu'à ce que tu apprennes que les opinions féminines sur les affaires d'hommes ne sont pas les bienvenues dans cette maison. » Il la traîna hors de la salle à manger, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre de son bras. Constance trébucha dans les escaliers, mais il ne ralentit pas, la tirant sans pitié jusqu'à sa chambre. Quand il la poussa à l'intérieur, elle tomba à genoux sur le plancher. « Tu ne dîneras pas ce soir ni demain. Peut-être que la faim t'apprendra l'humilité que les mots n'ont pas réussi à t'inculquer. » La porte se referma avec un bruit définitif. La clé tourna dans la serrure. Constance resta au sol un long moment, le visage lancinant. Le bras douloureux là où les doigts de son père avaient laissé des marques qui commençaient déjà à foncer. Mais plus que la douleur physique, c'était la douleur de l'injustice qui la consumait. Pas pour elle, mais pour tous ceux dont la douleur n'avait pas de voix, dont la vérité n'avait pas de pouvoir, dont l'humanité était niée par des hommes qui se considéraient supérieurs. Elle se traîna jusqu'à son lit étroit et s'y recroquevilla, serrant ses genoux contre sa poitrine. Par la fenêtre, elle pouvait entendre le murmure lointain de la conversation qui reprenait en bas. Des rires gênés. La vie continuait comme si rien d'important ne s'était produit. Constance ne savait pas qu'en bas, l'un des invités, un homme aux yeux gris qui n'avait ni ri ni repris la conversation, observait l'escalier par où elle avait été traînée avec une expression sombre et indéchiffrable sur son visage aristocratique. 2 nuits s'étaient écoulées. Constance était allongée dans son lit, faible de faim et de fièvre, quand elle entendit des voix fortes dans le couloir. La fièvre avait commencé le matin précédent. D'abord une douce chaleur, puis des vagues croissantes qui la faisaient trembler violemment. Sa gorge était sèche comme du parchemin, ses lèvres gercées, et la chambre tournait en cercle nauséeux chaque fois qu'elle essayait de s'asseoir. Elle entendit la voix de son père, irritée et sur la défensive, puis une autre voix, grave, contrôlée, avec un accent raffiné qui trahissait des années passées en Europe. « Baron de Valois, avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle
est visiblement malade, je peux l'entendre délirer d'ici. Ce sont des affaires de famille, monsieur le comte, elles ne vous concernent pas. Elles me concernent lorsque je vois une jeune femme être traînée par les cheveux, puis abandonnée sans nourriture ni soins médicaux pendant 2 jours. La voix du père monta en volume, menaçante. J'ose questionner votre droit d'interférer dans la discipline que j'applique à ma propre fille, dans ma propre maison. Il y eut un silence tendu, puis la voix grave reprit, mais cette fois avec une inflexion d'acier qui força Constance à ouvrir les yeux malgré la fièvre. Alors, j'utiliserai un droit que vous ne pouvez pas questionner. En tant que comte de Valérie et diplomate, ayant des liens directs avec le plus haut niveau de l'État, je déclare que Constance de Valois est désormais sous ma protection légale en tant que tuteur. Vous pouvez accepter volontairement ou expliquer au président de la République pourquoi vous avez rejeté l'intervention d'un de ses plus anciens diplomates. Le son qui suivit fut comme si le monde entier retenait son souffle. Samuel de Beaumont avait 38 ans et les portait sur ses larges épaules comme on porte une culpabilité trop ancienne pour être pardonnée. Grand, mesurant plus d'1,80 m, il se déplaçait avec la grâce contenue de celui qui avait appris la diplomatie dans les cours européennes. Mais ses yeux gris, couleur d'orage sur une mer agitée, trahissaient des tempêtes intérieures qu'aucune étiquette ne pouvait dissimuler. Des cheveux sombres striés d'argent aux tempes, une mâchoire carrée marquée par une petite cicatrice qu'il n'expliquait jamais. Des mains aristocratiques, mais assez fortes pour tenir les rênes de chevaux difficiles. Quand il entra dans la chambre de Constance, suivi d'un médecin, ce fut la première fois en 15 ans qu'il s'autorisa à ressentir autre chose qu'un vide contrôlé. Quelque chose dans la façon dont elle était recroquevillée sur ce lit, si jeune, si courageuse 2 jours plus tôt, et maintenant si vulnérable et brisée, traversa les défenses qu'il avait érigées autour de son cœur comme les murailles d'une forteresse. Il se souvint d'un autre visage pâle, d'une autre jeune femme détruite par une cruauté qu'il aurait dû empêcher. Le souvenir était trop vif, trop proche. Non, plus jamais ça, pensa-t-il, plus jamais. Sans hésitation, sans demander une permission qu'il savait ne pas obtenir, Samuel prit Constance dans ses bras. Elle était trop légère, brûlante de fièvre, pas assez consciente pour protester. Il se tourna pour faire face au baron qui bloquait la porte. « Elle vient avec moi ce soir », dit-il avec une finalité absolue. « Mes avocats s'occuperont des formalités légales demain. Si vous essayez de m'en empêcher, je transformerai cet incident en un scandale qui atteindra Paris avant le petit déjeuner. » Le baron Joseph de Valois recula, non par bonté, mais parce qu'il reconnut dans le regard de cet aristocrate quelque chose de plus dangereux qu'une simple compassion. Il reconnut la détermination inébranlable d'un homme qui avait pris une décision sur laquelle il ne reviendrait pas. Et ainsi, cette nuit de 1887, tandis que la pleine lune illuminait les vignobles du Val-de-Loire, Constance fut emmenée loin de la seule maison qu'elle avait jamais connue, inconsciente dans les bras d'un étranger qui avait décidé que sa vie avait de la valeur, même lorsque son propre père avait déclaré le contraire. Constance se réveilla 3 jours plus tard, dans une chambre qu'elle ne reconnaissait pas. La première chose qu'elle remarqua fut la lumière. Pas la lumière dure et directe qui entrait par sa fenêtre au domaine, mais une luminosité douce filtrée par des rideaux de lin blanc qui dansaient avec la brise. La deuxième chose fut le silence. Pas le silence tendu et oppressant de la maison de son père, mais une quiétude tranquille, ponctuée seulement par le chant lointain des oiseaux et le murmure de l'eau courante. Elle tenta de s'asseoir et une douleur aiguë lui traversa la tête. Immédiatement, une femme d'âge mûr, en uniforme impeccable de gouvernante, apparut à côté du lit, la soutenant gentiment. « Doucement, mademoiselle de Valois. La fièvre est tombée hier, mais vous êtes encore faible. Laissez-moi vous aider. » La voix était bonne, patiente. Constance se laissa installer contre des oreillers moelleux. Plus d'oreillers qu'elle n'en avait jamais eu de sa vie. La gouvernante lui offrit de l'eau fraîche dans un verre en cristal, et Constance but avidement, sentant le liquide apaiser sa gorge desséchée. « Où suis-je » demanda-t-elle, sa voix sortant rauque et cassée.
Dans la résidence du comte de Valérie, à Biarritz. Mademoiselle, je m'appelle Madame Amélie, je suis la gouvernante. Vous êtes ici depuis 3 jours. Je vais prévenir son Excellence que vous êtes réveillée. Il a demandé à être informé immédiatement. Constance essaya de traiter l'information. Biarritz. Elle était à Biarritz, la ville balnéaire où la haute société passait ses étés à plus de 3 heures de voyage du domaine. Et elle était dans la maison de l'homme. Des fragments de mémoire lui revinrent. Celui qui l'avait sorti de sa chambre, qui avait affronté son père, qui avait prononcé des mots sur la protection et la tutelle qu'elle ne comprenait pas entièrement. Avant qu'elle ne puisse organiser ses pensées, la porte s'ouvrit, et Samuel de Beaumont entra. À la lumière du jour, Constance put le voir correctement pour la première fois. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des épaules larges sous un veston de laine gris foncé parfaitement coupé. Son visage avait la structure osseuse aristocratique des Beaumont, l'une des plus anciennes familles de France, mais il y avait quelque chose dans ses yeux gris, une ombre de tristesse ancienne qui humanisait sa perfection presque intimidante. « Mademoiselle de Valois », dit-il en s'arrêtant à une distance respectueuse du lit, « c'est un soulagement de vous voir réveillée. Comment vous sentez-vous » ? « Confuse, monsieur, » répondit-elle honnêtement. « Je ne comprends pas tout à fait ce qui s'est passé. Pourquoi suis-je ici? Que vouliez-vous dire par tutelle ?» Samuel tira une chaise près du lit, mais en gardant une distance appropriée. Constance remarqua qu'il semblait fatigué, comme s'il n'avait pas dormi correctement, et il y avait une tension dans sa mâchoire qui suggérait des décisions difficiles prises récemment. « Vous étiez gravement malade, » expliqua-t-il. « Une forte fièvre causée par la dénutrition et le stress. Le médecin a dit que quelques jours de plus dans ces conditions auraient pu être fatales. » Il fit une pause, ses yeux gris rencontrant les siens avec une intensité inattendue. « Je ne pouvais pas vous laisser là-bas, je ne pouvais pas simplement être témoin de cette injustice et ne rien faire. »« Mais la tutelle » insista Constance. « Je ne comprends pas la base légale. J'ai utilisé ma position, » admit Samuel, « et j'en ai peut-être abusé. En tant que diplomate avec des relations directes au sein du gouvernement et membre d'une des familles fondatrices du pays, j'ai certaines prérogatives. Votre père aurait pu contester, mais cela aurait exigé d'expliquer publiquement pourquoi sa fille a été retrouvée malade de faim, enfermée dans sa chambre. Il a choisi d'accepter les termes que mes avocats ont présentés. » Constance sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la peur, mais une émotion complexe qu'elle ne pouvait nommer. « Vous avez risqué votre réputation pour une étrangère. »« Vous n'étiez pas une étrangère, » dit Samuel doucement. « Vous étiez la personne la plus courageuse à cette table. Vous avez dit la vérité quand il était beaucoup plus facile de rester silencieuse, et vous avez été punie pour votre courage. » Il détourna le regard, comme si les mots suivants étaient trop difficiles à prononcer en la regardant directement. « Il y a longtemps, j'ai vu quelqu'un souffrir alors que je restais inerte. J'ai juré de ne jamais répéter cette erreur. » Il y avait une histoire dans ces mots. Constance percevait une douleur ancienne, qu'il portait comme elle portait les marques sur son bras où les doigts de son père s'étaient enfoncés. Mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle posa la question la plus pratique à laquelle elle avait besoin d'une réponse. « Et maintenant, quelle est ma situation? Vous êtes ma pupille légale jusqu'à vos 25 ans, ou votre mariage, selon la première éventualité, » expliqua Samuel, sa voix reprenant un ton plus formel, plus professionnel. « Cela signifie que vous résidez dans cette maison sous ma protection et ma responsabilité. Vous recevrez une pension convenable à votre position, vous aurez vos propres appartements et serez traité avec le respect dû à une jeune femme de bonne famille. En retour, on attend de vous que vous vous comportiez de manière appropriée pour une dame de la société. » « Vous décrivez une prison plus confortable, » dit Constance, et elle vit la douleur traverser son visage. « Si c'est ainsi que vous le voyez, je peux prendre des dispositions pour... »« Non !» l'interrompit-elle rapidement. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas paraître ingrate. C'est juste que toute ma vie a été définie par les attentes et les règles des autres. Je ne sais plus comment être libre. » Samuel l'étudia un long moment.
Puis, étonnamment, un petit sourire effleura ses lèvres, le premier qu'elle voyait, et il transforma complètement son visage austère. « Alors, peut-être est-il temps d'apprendre, » dit-il, « et je peux commencer par vous montrer la bibliothèque. Elle est considérablement plus grande que celle du domaine Saint-Sébastien. » Les jours se transformèrent en semaines. Constance retrouva lentement ses forces, d'abord en marchant simplement dans les couloirs de la maison, puis en descendant dans les pièces principales, et enfin en s'aventurant dans les jardins soigneusement entretenus qui entouraient la résidence. La maison de Biarritz était une propriété impressionnante, pas aussi grande que les hôtels particuliers de Paris, mais construite avec un goût raffiné qui privilégiait le confort à l'ostentation. Elle avait 3 étages, de vastes jardins avec des allées de pierre, une fontaine centrale où l'eau chantait jour et nuit, et, plus important pour Constance, une bibliothèque qui occupait un salon entier au 2e étage. Quand Samuel l'y emmena pour la première fois, Constance eut littéralement le souffle coupé. Les murs étaient couverts du sol au plafond d'étagères en acajou, et chaque centimètre était rempli de livres. Des milliers d'entre eux. Des volumes en français, anglais, italien, des classiques grecs et romains, de la philosophie des Lumières, de la littérature contemporaine, des traités scientifiques, de la poésie, de l'histoire, de l'art. « C'est ma collection personnelle », expliqua Samuel, observant sa réaction avec quelque chose qui ressemblait à du plaisir. Accumulé pendant 15 ans de voyage en Europe, certains de ces exemplaires sont rares, mais tous peuvent être lus. Les livres ne devraient pas être préservés comme des reliques, ils devraient être vécus. Constance passa ses doigts avec révérence sur les dos en cuir. « Je peux vraiment en lire n'importe lequel ?»« Non, mais tous, » confirma-t-il, « y compris ceux sur les droits de l'homme, la théorie politique et les réformes sociales que votre père jugerait scandaleux. » Une pause. Bien que je recommande de commencer par quelque chose de moins dense jusqu'à ce que vous ayez complètement retrouvé vos forces. Ce fut le début d'une routine qui définirait les mois suivants. Chaque matin après le petit déjeuner, Constance se rendait à la bibliothèque. Au début, Samuel la laissait seule, respectant son intimité, mais peu à peu, il commença à la rejoindre. D'abord, juste pour vérifier si elle avait besoin de quelque chose, puis en restant pour commenter un livre qu'elle lisait, et finalement en s'asseyant dans l'un des fauteuils voisins avec son propre volume. Il parlait d'abord de littérature, puis de politique, de philosophie, des changements qui balayaient le monde. Constance découvrit que Samuel avait un esprit brillant, aiguisé par des années de diplomatie et d'exposition à certains des esprits les plus privilégiés d'Europe. Lui, à son tour, était constamment impressionné par son intelligence autodidacte, par les liens qu'elle faisait entre les idées, par la passion qu'elle apportait à chaque débat. « Vous auriez excellé dans n'importe quelle université européenne », lui dit-il un après-midi, après une discussion particulièrement intense sur les fondements philosophiques des droits de l'homme. Constance baissa les yeux sur le livre entre ses mains. « Les femmes ne sont pas admises dans les universités, monsieur, pas même en Europe. »« Pas encore, » corrigea-t-il. « Les changements arrivent, plus lentement qu'ils ne le devraient, je l'admets, mais ils viendront. Et en attendant, des esprits comme le mien sont gaspillés dans des salons, à broder des coussins et à parler du temps. » Samuel resta silencieux un moment. Quand il reprit la parole, sa voix avait une qualité pensive. « Il y a une dame à Paris, Madame Curie, qui fait des recherches extraordinaires en physique. J'ai rencontré son mari lors d'une réception diplomatique. Elle fait face à une résistance absurde de la part de l'Académie, mais elle persévère. Il y a toujours un chemin pour ceux qui sont assez déterminés pour le trouver. » C'est dans ces moments que Constance commença à voir au-delà de la façade aristocratique de Samuel. Elle réalisa qu'il était, à sa manière, aussi emprisonné qu'elle l'avait été. Non par un père tyrannique, mais par des attentes sociales, par une culpabilité qu'il portait comme des chaînes invisibles, par un passé qui le hantait de manière qu'il ne discutait pas. Un soir, alors que la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres et qu'ils étaient assis de part et d'autre de la cheminée dans la bibliothèque,
Constance osa poser la question qui la taraudait depuis son arrivée. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel, monsieur ?» Samuel leva les yeux de son livre. « Vous pouvez, je ne peux pas promettre que je répondrai, mais vous pouvez demander. Pourquoi êtes-vous resté 15 ans loin de la France? Madame Amélie a mentionné une fois que vous n'êtes revenu que récemment, après plus d'une décennie en Europe. » Le visage de Samuel se ferma immédiatement, comme les portes d'une forteresse qu'on verrouille. Constance pensa qu'il ne répondrait pas, mais alors, peut-être parce qu'elle avait partagé tant de sa propre douleur au cours des semaines précédentes, peut-être parce que la pluie et le feu créaient une intimité qui encourageait les confessions, il parla. « J'étais fiancé, dit-il lentement, chaque mot semblant lui coûter un effort immense, avant de partir pour l'Europe la première fois. Son nom était Isabelle, elle était radieuse, intelligente, bonne, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Notre mariage était prévu pour mon retour de ma première mission diplomatique. Il fit une pause, la mâchoire contractée. Je suis allé à Londres d'abord, puis à Paris. La mission a duré 6 mois. Quand je suis revenu, elle était différente, plus silencieuse, plus renfermée. Il a fallu des semaines avant qu'elle n'avoue ce qui s'était passé pendant mon absence. » Sa voix devint rauque. Son père l'avait promise à un autre homme, quelqu'un de plus âgé, de plus riche. Elle avait résisté, mais il l'a persuadée avec des méthodes que je préfère ne pas détailler. Constance sentit son estomac se nouer. Il l'a forcée. Oui, et j'étais de l'autre côté de l'océan, écrivant des lettres romantiques sur notre vie future, complètement ignorant de sa souffrance. Samuel se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Quand je l'ai su, j'ai exigé qu'elle rompe ses fiançailles avec l'autre homme, je lui ai offert refuge, je lui ai promis ma protection. Elle a accepté. Nous avions prévu de nous enfuir en Europe, où nous pourrions nous marier sans l'approbation de son père. Qu'est-il arrivé ? Je conduisais la calèche, c'était la nuit, les routes étaient mouillées par la pluie comme maintenant. Il toucha la vitre, comme s'il pouvait sentir le passé à travers elle. Il y avait un virage que je connaissais bien, mais j'ai mal jugé la vitesse. La calèche s'est renversée. Sa voix était presque inaudible maintenant. Isabelle est morte 3 jours plus tard. Elle n'a jamais repris connaissance. Je n'ai jamais pu lui demander pardon. Constance se leva et s'approcha de lui, le cœur brisé par le poids qu'elle voyait sur ses épaules. « Ce n'était pas votre faute. »« Si. » Il se tourna pour lui faire face, et ses yeux gris étaient remplis d'une angoisse ancienne. « J'aurais dû la protéger dès le début. Je n'aurais pas dû partir en Europe. Je n'aurais pas dû supposer qu'elle serait en sécurité. Je n'aurais pas dû conduire si vite cette nuit-là. Il y a 100 décisions que j'aurais pu prendre différemment. » « Et vous avez passé 15 ans à vous punir, » dit Constance doucement. 15 ans à fuir la France, parce que chaque coin de rue vous la rappelait. 15 ans à éviter toute connexion émotionnelle, parce que vous craigniez d'échouer à nouveau. Samuel la regarda, choqué. « Comment ? » ?»« Parce que je reconnais un autre prisonnier quand j'en vois un, » dit-elle. « Mon père m'a emprisonné dans une chambre. Vous vous êtes emprisonné dans la culpabilité. Les deux sont efficaces, les deux sont cruels. » Il y eut un long silence. La pluie continuait sa douce musique contre les vitres. Le feu crépitait dans la cheminée. « Vous êtes bien jeune pour avoir tant de sagesse, » dit Samuel finalement. « La souffrance fait vieillir l'âme plus vite que les années, » répondit Constance. Et à ce moment, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour, non, c'était de la reconnaissance. C'était la compréhension profonde qui naît lorsque 2 personnes qui ont porté leur douleur seules pendant trop longtemps trouvent enfin quelqu'un qui comprend. Samuel tendit la main, un geste hésitant, presque réticent. Constance la prit, leurs doigts s'entrelacèrent. L'aristocratie et la rébellion, la culpabilité et le courage. 2 vies brisées, cherchant un chemin vers la lumière. « Merci, » dit-il doucement. De m'avoir écouté, de ne pas m'avoir jugé. Merci, répondit-elle, de m'avoir sauvé, de m'avoir donné un espace où je peux simplement exister. Ils restèrent ainsi,
mains jointes, regards croisés, jusqu'à ce que l'horloge murale sonne minuit, leur rappelant que peu importe ce qui grandissait entre eux, il y avait encore des lignes à ne pas franchir, des attentes à satisfaire, un monde extérieur qui jugerait chacun de leurs pas. Samuel relâcha doucement sa main. « Il est tard. Vous devriez vous reposer. » Constance acquiesça, bien qu'elle n'eût pas sommeil. Elle se dirigea vers la porte mais s'arrêta sur le seuil, se retournant vers lui une dernière fois. « Samuel. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom sans titre. « Oui. Vous n'avez pas échoué avec Isabelle. Vous l'avez aimée. Vous avez essayé de la sauver. Le fait qu'elle soit morte n'efface pas cela. Et le fait que vous soyez en vie n'est pas une trahison de sa mémoire. » Il ne répondit pas, mais Constance vit ses yeux briller d'une émotion qu'il s'empressa de contenir. Elle le laissa alors seul avec ses pensées, sa pluie et sa culpabilité ancienne, qui peut-être, juste peut-être, commençait à perdre son emprise sur lui. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Constance à Biarritz. C'était le printemps, et les jardins explosaient de couleurs vives, azalées roses, hortensias bleues, roses jaunes qui parfumaient l'air de leur douceur. Constance avait complètement recouvré la santé. Plus que cela, elle s'était épanouie de manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce n'était pas seulement la liberté de lire ce qu'elle voulait, bien que ce fût merveilleux. Ce n'était pas seulement l'absence de peur constante, bien que cela lui permît de respirer d'une manière qu'elle n'avait jamais pu au domaine. C'était quelque chose de plus fondamental. C'était d'être traité comme une personne de valeur, comme un esprit digne d'être engagé, comme un être humain dont les opinions comptaient. Samuel la traitait avec un respect qui frisait la révérence. Il la consultait sur des questions de littérature, discutait de politique avec elle comme avec un égal, lui demandait son avis sur les affaires de la maison. Pour la première fois de sa vie, Constance sentait que ses paroles avaient du poids, que sa présence était désirée et non simplement tolérée. Et Samuel changeait aussi. L'ombre qui avait habité ses yeux pendant 15 ans commençait à s'éclaircir. Il souriait plus, riait parfois lorsqu'elle faisait une observation particulièrement spirituelle. Il s'autorisait des moments de légèreté qui avaient dû lui être étrangers depuis si longtemps. Ils avaient développé des routines, le petit déjeuner ensemble sur la terrasse quand le temps le permettait, la lecture dans la bibliothèque pendant les après-midi, des promenades dans les jardins au crépuscule, des dîners où ils parlaient de tout et de rien, de philosophie et de potin, de politique et de poésie, du poids du monde et de la beauté d'une rose particulière qui avait éclos ce jour-là. C'est lors de ces promenades nocturnes que Constance sentait le plus vivement le danger de sa situation. Pas un danger physique. Samuel était le gentleman le plus correct qu'elle ait jamais connu, mais un danger émotionnel. Elle développait pour lui des sentiments qui allaient bien au-delà de la gratitude ou du respect. Des sentiments qui la rendaient consciente de chacun de ses mouvements, de chaque regard qui durait une seconde de plus que nécessaire, de chaque contact accidentel de leurs mains lorsqu'ils attrapaient le même livre. Et elle craignait, dans ces moments les plus honnêtes avec elle-même, qu'ils ne ressentent la même chose. Ce fut lors d'une de ces promenades, alors que le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de pourpre, que leur monde extérieur envahit enfin leur sanctuaire isolé. Samuel s'était arrêté près de la fontaine centrale, observant l'eau danser sous la lumière du crépuscule. « Constance », dit-il, et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça son nom, une hésitation, une tension qui fit accélérer son cœur. « Je dois vous dire quelque chose. J'ai reçu une lettre. » Son ton lui noua l'estomac. « De mon père ?»« Pas directement. D'autres propriétaires terriens du Val-de-Loire. Il semble que votre père ait répandu des rumeurs. » Constance sentit le sang se glacer dans ses veines. Quel genre de rumeurs? Samuel hésita, clairement mal à l'aise. Des rumeurs qui remettent en question votre honneur et le mien. Il suggère que notre situation de vie n'est pas convenable, qu'un homme célibataire de 38 ans ne devrait pas avoir une pupille célibataire de 22 ans, résidant sous son toit sans autre compagnie féminine que des domestiques. « Mais, Madame Amélie, »
Madame Amélie et les autres employés ne comptent pas comme un chaperonnage adéquat aux yeux de la société, expliqua Samuel. Et techniquement, il a raison. Nos circonstances, bien que légales, sont irrégulières. Constance sentit la colère monter en elle comme une marée. Alors, il veut me détruire encore plus. Non content de m'avoir emprisonné et torturé, il veut maintenant ruiner toute chance de vie décente que je pourrais avoir. Ah, ce n'est pas seulement lui, dit Samuel prudemment. D'autres propriétaires se joignent à lui. Des hommes dont l'autorité patriarcale a été défiée lorsque je vous ai permis de rester avec moi sans les consulter. Ils vous voient comme un exemple dangereux. Une fille qui a échappé à la discipline paternelle. S'il laisse cette transgression passer sans conséquence, d'autres femmes pourraient essayer de faire de même. Alors, je suis un symbole, dit Constance amèrement. Un exemple à détruire pour maintenir les autres dans le rang. Samuel se tourna pour lui faire face complètement et l'intensité de ses yeux gris lui coupa le souffle. Ils exigent que je vous épouse ou que je vous renvoie à votre père. Le monde sembla s'arrêter. L'eau de la fontaine continuait de chanter, les oiseaux continuaient d'appeler dans le crépuscule, mais Constance n'entendait plus que le sang qui pulsait dans ses oreilles. « Et qu'allez-vous faire » Sa voix n'était qu'un murmure. Samuel fit un pas vers elle, puis sembla se raviser et s'arrêta. « Je ne peux pas vous renvoyer, pas après avoir été témoin de ce qu'il a fait. Ce serait vous condamner à une vie de punition encore pire. Il attendra sa vengeance maintenant. » « Alors, vous allez nous marier ?» Constance pouvait à peine former les mots. « Je ne peux pas vous demander cela, » dit Samuel, et il y avait un tourment dans sa voix. « Pas alors que vous avez à peine eu la chance de vivre, pas quand ce ne serait que pour protéger votre réputation. Vous méritez plus qu'un mariage de convenance avec un homme qui porte plus de culpabilité que d'amour. Et si ce n'était pas seulement par convenance ?» Les mots sortirent avant que Constance ne puisse les retenir. « Et si je le voulais ?» Le regard de Samuel rencontra le sien, et à cet instant, toutes les défenses soigneusement entretenues entre eux se brisèrent. Elle vit en lui ce qu'elle s'était nié à elle-même pendant des semaines. Il l'aimait, peut-être pas comme il avait aimé Isabelle, pas avec la passion inexpérimentée de la jeunesse, mais avec quelque chose de plus profond, de plus ancré dans une véritable connaissance l'un de l'autre. « Constance !» dit-il, la voix rauque d'émotion. « Vous ne savez pas ce que vous dites. J'ai 38 ans, je porte des fantômes, j'ai passé la moitié de ma vie à fuir les liens par peur d'échouer à nouveau. Vous méritez quelqu'un de jeune, quelqu'un sans ce poids. Arrêtez de décider ce que je mérite, l'interrompit-elle, se surprenant elle-même par sa propre férocité. Toute ma vie, d'autres ont décidé ce que je méritais. Mon père a décidé que je méritais une punition. La société a décidé que je méritais le mépris. Vous avez été le seul à me traiter comme si je méritais la dignité. Et maintenant, vous voulez nier ce que nous ressentons tous les deux parce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien. Ce n'est pas que je ne suis pas assez bien, dit Samuel désespérément. C'est que j'ai peur, peur d'échouer avec vous comme j'ai échoué avec elle, peur que ma protection devienne une autre prison, peur que vous vous réveilliez un jour et réalisiez que vous m'avez épousé par gratitude, pas par amour. Constance combla la distance entre eux en 3 pas déterminés. Elle prit ses mains dans les siennes, le forçant à la regarder. « Écoutez-moi. Écoutez-moi vraiment. Je ne vous aime pas par gratitude. Je vous aime parce que vous me voyez vraiment. Pas comme une propriété, pas comme un problème, mais comme une personne. Je vous aime parce que vous êtes bon sans être faible, intelligent sans être arrogant, brisé sans être amer. Je vous aime parce que vous m'avez montré qu'il y a des hommes dans ce monde qui respectent les femmes comme leurs égales. Et oui, je suis peut-être jeune et naïve, mais je connais mon propre cœur. » Samuel ferma les yeux, et Constance vit une larme solitaire glisser sur sa joue avant qu'il ne la retienne. Quand il rouvrit les yeux, il y avait de la reddition en eux. Pas de la défaite, mais de l'acceptation. « Je ne vous mérite pas, » dit-il, « mais je veux passer le reste de ma vie à essayer d'en être digne. » Alors,
Demandez-moi, murmura Constance. Demandez-moi correctement. Samuel s'agenouilla là, près de la fontaine au crépuscule, et prit sa main. Constance de Valois, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme, pas par pression sociale, pas par convenance, mais parce que quand je vous regarde, je vois mon avenir pour la première fois en 15 ans. Oui, dit-elle avec toute la certitude de son cœur. 1000 fois oui. Il se releva et la prit dans ses bras, la serrant comme si elle était à la fois précieuse et fragile. Constance posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur, sentant pour la première fois de sa vie qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais quelque part au loin, sur les terres sombres du Val-de-Loire, le baron Joseph de Valois lisait la même lettre que Samuel avait reçue, et sa colère grandissait comme une tempête. Il ne laisserait pas sa fille s'échapper si facilement. Il ne laisserait pas un aristocrate arrogant l'humilier. Il y avait des moyens de détruire des réputations, de ruiner des vies qui n'exigeaient pas de force physique. La guerre ne faisait que commencer. La nouvelle des fiançailles se répandit rapidement. Samuel avait fait l'annonce officielle par les canaux appropriés. Une note dans le Figaro, des lettres aux autorités compétentes, une information à la présidence. Le mariage était fixé à 2 mois plus tard, à la cathédrale de Biarritz. Mais avec les félicitations vinrent les rumeurs, des chuchotements malveillants qui se propageaient dans les salons parisiens, les salons de thé de Biarritz, les couloirs du pouvoir. Des lettres anonymes circulaient, chacune plus venimeuse que la précédente, insinuant toutes que le comte de Valérie avait séduit sa pupille, que Constance était une aventurière sans morale, que le mariage n'était qu'une tentative de dissimuler un scandale déjà consommé. Constance reconnaissait la main de son père dans chaque mot, le langage, les arguments spécifiques, la façon dont les lettres insinuaient sans accuser directement. Tout était caractéristique de sa cruauté calculée. Samuel essayait de la protéger des pires insinuations, mais il était impossible de tout cacher. Constance le voyait dans les yeux de Madame Amélie, sur les visages des commerçants lorsqu'ils faisaient leurs courses, dans les regards rapides des connaissances dans la rue. Le jugement, la désapprobation, la présomption de culpabilité qui poursuivait toute femme dont le comportement défiait les normes. « Ils me font passer pour une sorte de séductrice, » dit-elle un soir, froissant une autre lettre anonyme qui avait été livrée ce jour-là, comme si j'avais tout manigancé. Samuel prit la lettre de ses mains et la jeta dans la cheminée, la regardant brûler. Les gens blâment toujours la femme. C'est plus facile que de remettre en question les structures de pouvoir qui permettent à des hommes comme votre père d'exister. Mais cela vous nuit aussi, insista Constance, votre réputation diplomatique. À ma réputation diplomatique survivra, dit-il fermement. Et si elle ne survit pas, c'est qu'elle n'était pas aussi solide qu'on le pensait. Constance, regardez-moi. Il attendit qu'elle le fasse. J'ai fait un choix conscient. Je savais qu'il y aurait des conséquences, et je vous choisis au-dessus de toutes. Mais même l'amour de Samuel ne pouvait la protéger complètement du poison que son père déversait. La situation atteignit un point critique lorsque Samuel fut convoqué à une réunion avec des représentants de plusieurs familles influentes. Non seulement des propriétaires du Val-de-Loire, mais aussi des membres de l'aristocratie parisienne qui se sentaient mal à l'aise avec le précédent qu'il créait. Constance ne fut pas invitée à la réunion, mais elle insista pour être présente. « Ils discutent de mon avenir », argumenta-t-elle. « J'ai le droit d'être là. » La réunion eut lieu dans le grand salon de la résidence. 6 hommes étaient en présent, 3 propriétaires de la vallée menés par un allié proche de son père, 2 membres de l'aristocratie parisienne et un représentant du gouvernement lui-même. Ils s'assirent dans l'arrangement soigneusement formel de la pièce, et Constance put sentir le poids de leurs attentes avant même qu'un mot ne soit prononcé. Le représentant du gouvernement parla le premier. « Comte de Valérie, nous comprenons votre indignation et votre compassion pour la situation difficile de mademoiselle de Valois. Cependant, il y a des préoccupations légitimes quant à la bienséance de cette situation. Des préoccupations basées sur des rumeurs, répondit Samuel calmement, pas sur des faits.
Des rumeurs que vous avez exacerbées en gardant une jeune femme célibataire dans votre résidence pendant des mois sans chaperonnage adéquat, dit l'un des aristocrates. J'avais des domestiques. Les domestiques ne sont pas des parentes, l'interrompit l'un des propriétaires. Vous connaissez les normes aussi bien que nous. Les normes, dit soudain Constance, sa voix claire coupant les objections masculines, qui permettent aux pères de torturer leurs filles sans conséquence, ces normes-là? Il y eut un silence choqué. Le représentant du gouvernement se racla la gorge, mal à l'aise. Mademoiselle de Valois, avec tout le respect que je vous dois, cette discussion est entre gentilshommes. Cette discussion me concerne, dit-elle en se levant. Son cœur battait la chamade, mais sa voix restait ferme. Elle concerne mon corps, ma réputation, mon avenir, et je refuse de rester assise en silence pendant que des hommes décident de mon sort comme si j'étais du bétail sur le marché. Tous les yeux étaient sur elle. Samuel semblait à la fois fier et inquiet. Les autres hommes affichaient divers degrés de choc et de désapprobation. Constance continua, ses mots gagnant en force. « Vous voulez connaître la vérité? Mon père m'a enfermé dans une chambre sans nourriture pendant 2 jours pour avoir défendu les droits des ouvriers. Il m'a laissé avec une fièvre si forte que j'aurais pu mourir. Et je serais morte si Samuel, le comte de Valérie, n'était pas intervenu. » Elle se tourna vers les propriétaires. « Votre ami, le baron de Valois, n'est pas une victime. C'est un homme cruel qui punit quiconque défie son autorité, y compris et surtout sa propre fille. » « C'est votre version de l'histoire, » dit l'un des propriétaires. « Le baron rapporte des circonstances très différentes. »« Bien sûr qu'il le fait, » l'interrompit Constance. « Les hommes comme mon père justifient toujours leur cruauté, trouvent toujours des moyens de faire croire que la victime l'a mérité. » Elle fit une pause, son regard balayant chaque visage dans la pièce. « Mais j'étais là, j'ai vécu cette réalité, et je ne lui permettrai pas de réécrire mon histoire pour protéger son orgueil blessé. » Le représentant du gouvernement semblait profondément mal à l'aise. « Mademoiselle de Valois, personne ne conteste que votre situation était difficile, mais la solution n'aurait-elle pas pu être moins irrégulière? »« Quelle solution ?» demanda Constance. « La renvoyer à son père aurait été la condamner à une punition pire encore, » intervint Samuel. « L'envoyer dans un couvent aurait été l'emprisonner différemment. La confier à des parents? Elle n'a pas de parents qui l'accepteraient contre la volonté de son père. Quelle était l'alternative éthique? » « Un mariage immédiat, » suggéra l'un des aristocrates. « Avec qui ?» demanda Constance. « Avec un homme qui accepterait une marchandise endommagée? Parce que c'est ainsi que je suis vu, n'est-ce pas? Une femme à la réputation ternie, non par ses propres actions, mais par les actions de son père et les jugements de gens qui ne se sont jamais souciés de connaître la vérité. » Il y eut un silence tendu. Puis le représentant du gouvernement reprit la parole, sa voix légèrement plus douce. « Le mariage est-il toujours prévu? »« Oui, » dit Samuel fermement. « Dans 2 mois, à la cathédrale de Biarritz. » Et mademoiselle de Valois y consent-elle librement? Ce fut Constance qui répondit. « J'y consens avec plus de liberté que la plupart des femmes qui se marient. Je choisis mon mari. Je l'aime, et il me respecte d'une manière que mon père n'a jamais fait. » Le représentant du gouvernement échangea des regards avec les autres hommes. Finalement, il soupira. « Alors, la question est réglée. Un mariage annoncé publiquement, soutenu par l'une des plus anciennes familles de France, ne peut être contesté sans preuve claire d'inconvenance, et une telle preuve n'existe pas. » L'un des propriétaires se leva brusquement. « C'est scandaleux. Nous permettons à une fille désobéissante d'échapper à l'autorité paternelle. Nous permettons, » corrigea froidement le représentant du gouvernement, « qu'une citoyenne de la République soit protégée d'un traitement qui, appliqué à quiconque d'autre, serait considéré comme criminel. À moins que quelqu'un ici ne veuille défendre publiquement le droit des pères de laisser mourir leur fille de faim. » Personne ne répondit.
La réunion se termina peu après. Les hommes partirent un par un, certains avec des expressions de désapprobation, d'autres clairement soulagés de pouvoir se distancier de la controverse. Quand Samuel et Constance furent enfin seuls, elle sentit ses jambes flageoler et s'assit lourdement. « Vous avez été magnifique, » dit Samuel, s'agenouillant devant elle et prenant ses mains. « Courageuse, éloquente, implacable. »« J'étais terrifiée, » admit Constance en tremblant légèrement. « Mais je ne pouvais pas les laisser décider de mon avenir sans entendre ma voix. »« Et ils l'ont entendu, » dit-il doucement. « La France entière l'a entendu. » Mais tous deux savaient que la victoire était partielle. Le baron Joseph de Valois était toujours en vie, il avait toujours de l'influence, et il nourrissait toujours une colère qui ne serait pas facilement apaisée. La véritable confrontation était encore à venir. 3 semaines avant le mariage, une calèche arriva à la résidence de Biarritz. Ce n'était pas une visite attendue, et lorsque le visiteur fut annoncé, Constance sentit son sang se glacer. « Le baron Joseph de Valois », annonça le majordome, sa voix soigneusement neutre. Constance et Samuel étaient dans la bibliothèque lorsqu'ils reçurent la nouvelle. Elle se leva instinctivement, comme si son corps se souvenait de la nécessité d'être prête à fuir ou à se défendre. Samuel posa une main rassurante sur son épaule. « Vous n'êtes pas obligé de le voir, dit-il. Je peux le renvoyer. »« Non, » dit Constance, se surprenant elle-même par sa propre fermeté. « Il est venu jusqu'ici pour une raison. Mieux vaut découvrir laquelle. » Ils descendirent ensemble au salon. Constance fut choquée par l'apparence de son père. En 3 mois, il semblait avoir vieilli de plusieurs années. Son visage était plus mince. Des rides profondes marquaient son front, et il y avait une qualité abattue dans ses épaules qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mais ses yeux brûlaient toujours de la même colère froide qu'elle connaissait si bien. « Constance, » dit-il, la voix rauque, « ma fille. »« Je ne suis plus votre fille depuis des mois, » répondit-elle calmement. « Vous avez renoncé à ce droit lorsque vous m'avez enfermée pour me laisser mourir de faim. » Le baron tressaillit comme s'il avait été frappé. « Je n'ai jamais eu l'intention, je ne savais pas que tu tomberais si malade. »« Vraiment ?» La voix de Constance était de glace. « Vous m'avez privé de nourriture pendant 2 jours. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il arriverait exactement ?»« J'étais en colère, » dit-il. Et pour la première fois de sa vie, Constance entendit quelque chose qui pourrait être du remords dans sa voix. « Tu m'as humilié devant mes invités. Tu as défendu des idées qui menacent tout ce que j'ai construit. Des idées comme le fait que les êtres humains ne devraient pas être une propriété ?» l'interrompit-elle. « Oui, quelle terrible menace pour votre fortune bâtie sur la souffrance d'autrui. » Le baron ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait une profonde lassitude en eux. « Je ne suis pas venu ici pour débattre de politique. Je suis venu pour faire une offre. Une dernière chance de réconciliation. » Samuel s'avança. « Toute réconciliation doit commencer par une rétractation publique des rumeurs que vous avez répandues et des excuses à Constance. »« Je le ferai, » dit le baron, les surprenant tous les deux. « Je ferai une déclaration publique, reconnaissant que j'ai été trop sévère dans ma discipline, que les circonstances du départ de Constance étaient justifiées par mon comportement. » Constance ne se fiait pas à la soudaine humilité de son père. « En échange de quoi ?»« En échange de ton retour à la maison, dit-il, avant le mariage, juste pour quelques semaines, pour que nous puissions nous dire au revoir convenablement, pour que je puisse t'accompagner à l'autel, comme un père devrait le faire. » L'offre était si inattendue que Constance en resta momentanément sans voix. Elle regarda Samuel, qui fronçait les sourcils, méfiant. « Je ne lui fais pas confiance, » dit Samuel à voix basse. Constance non plus, mais il y avait quelque chose dans l'expression de son père, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, qui la fit hésiter. Était-il possible qu'il se repente sincèrement? Que l'isolement social qu'il avait subi depuis son départ ait changé quelque chose de fondamental en lui? « Je dois y réfléchir, » dit-elle finalement. « Il n'y a pas beaucoup de temps, » dit le baron. « Le mariage est dans 3 semaines. Si tu veux une réconciliation, il faudra que ce soit bientôt. » Après son départ,
Constance et Samuel débattirent pendant des heures. Samuel pensait que c'était un piège, une dernière tentative pour reprendre le contrôle sur elle, avant que le mariage ne la place définitivement hors de sa portée. Constance craignait la même chose, mais une partie d'elle, la partie qui était encore cette petite fille, aspirant à l'approbation de son père, voulait croire à la possibilité d'une rédemption. Il semblait sincèrement repentant, argumenta-t-elle. Les hommes comme votre père sont d'excellents acteurs quand cela les arrange, rétorqua Samuel. Vous ne l'avez pas vu pendant les années que j'ai passées dans les cercles politiques. Les hommes puissants ne renoncent jamais volontairement au pouvoir. Mais, et si c'était différent cette fois? Et s'il avait vraiment réalisé qu'il avait tort? Samuel la prit dans ses bras. Mon amour, je ne peux pas vous empêcher d'y aller si vous décidez que vous le devez, mais je veux que vous sachiez, si vous y retournez et que quelque chose arrive, je viendrai vous chercher. Peu importe combien d'hommes votre père rassemble, peu importe les lois que je devrais enfreindre, vous êtes à moi et je vous protégerai. Et si je n'y vais pas? Demanda Constance doucement. Et vous n'y allez pas, et que vous découvrez qu'aucune réconciliation n'est possible, qu'il est le même homme cruel que toujours, alors vous reviendrez à moi, dit Samuel, et nous ne regarderons plus jamais en arrière. Constance décida d'y aller. Contre l'avis de Samuel, contre ses propres instincts, elle choisit de donner à son père une dernière chance. Peut-être était-ce de la naïveté, peut-être de l'espoir, peut-être simplement le besoin de clore complètement ce chapitre de sa vie avant d'en commencer un nouveau. Elle retourna dans le Val-de-Loire 3 jours plus tard, accompagnée seulement de Madame Amélie comme chaperon. Le voyage en calèche dura 3 heures, et à chaque kilomètre qui les rapprochait du domaine Saint-Sébastien, Constance sentait le poids familier de l'oppression s'abattre sur ses épaules. Le domaine n'avait pas changé. Les vignobles s'étendaient toujours à l'infini, les ouvriers courbaient toujours le dos sous le soleil. La grande maison se dressait toujours comme un monument à l'autorité paternelle. Mais quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce simplement la perspective de Constance, altérée par 3 mois de liberté. Son père l'accueillit à la porte. Il semblait avoir fait un effort. Il était rasé de près, vêtu de ses plus beaux habits, et il y avait quelque chose qui pouvait être de la nervosité dans sa manière. Il lui baisa la main formellement, comme il l'aurait fait avec n'importe quelle dame en visite. « Bienvenue à la maison », dit-il. Constance ne corrigea pas la présomption que cet endroit était encore sa maison. Au lieu de cela, elle se laissa guider à l'intérieur, dans le salon qu'elle n'avait pas vu depuis la nuit du dîner fatidique. Les premiers jours furent étonnamment paisibles. Son père était poli, presque cordial. Il ne fit aucun commentaire désobligeant, n'imposa aucune restriction, lui permit l'accès à la bibliothèque, dînait avec elle civilement, et lui posa même des questions sur ses projets de mariage avec un intérêt qui semblait sincère. Constance commença à se détendre. Peut-être s'était-elle trompée, peut-être que les gens pouvaient changer. Ce fut le 4e jour que le piège se referma. Constance se réveilla le matin du 4e jour et découvrit que la porte de sa chambre était verrouillée de l'extérieur. Elle alla à la fenêtre et vit que des barreaux de fer avaient été installés pendant la nuit. Quand elle frappa à la porte, exigeant une explication, ce fut son père qui répondit de l'autre côté. « Tu ne te marieras pas avec cet homme, dit-il calmement. Tu resteras ici jusqu'à ce qu'il se lasse d'attendre et passe à autre chose. Ensuite, nous te trouverons un mari convenable, quelqu'un qui comprend la discipline appropriée. » La terreur que Constance ressentit fut viscérale. Elle était tombée dans le piège, elle s'était laissée manipuler par l'illusion de la rédemption, et maintenant, elle était de nouveau prisonnière. Cette fois, peut-être, pour toujours. Elle cria, exigea d'être libérée, menaça de conséquences légales, mais son père s'éloigna simplement, ses pas résonnant dans le couloir d'une manière qu'elle connaissait si bien. Madame Amélie, qui logeait dans une autre chambre, fut expulsée de la propriété le jour même, avec des menaces de pires conséquences, si elle tentait de chercher de l'aide. La gouvernante réussit à envoyer un message secret à Samuel par l'intermédiaire d'un employé loyal avant d'être escortée hors du domaine. Pendant ce temps,
À la résidence de Biarritz, Samuel recevait le message et sentait le monde s'effondrer à nouveau autour de lui. C'était Isabelle, encore une fois. Une autre femme qu'il aimait en danger parce qu'il avait échoué à la protéger adéquatement. Mais cette fois, il ne serait pas paralysé par la culpabilité. Cette fois, il agirait. Il monta immédiatement sur son meilleur cheval et galopa directement vers le Val-de-Loire, ne s'arrêtant que pour envoyer des télégrammes urgents à toutes les autorités qu'il connaissait. Il arriva au domaine Saint-Sébastien au crépuscule du jour suivant, épuisé mais déterminé. Le baron Joseph l'attendait sur le perron principal avec plusieurs régisseurs armés. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici, monsieur le comte. C'est une propriété privée. »« Où est Constance ?» La voix de Samuel était dangereusement calme. « Ma fille est là où elle devrait être, sous la protection de son père. »« Votre pupille légale est retenue contre sa volonté, » corrigea Samuel. « C'est un enlèvement. Elle est toujours ma pupille légale jusqu'à notre mariage. »« Vous ne vous marierez jamais, » dit le baron. « Comptez vos pertes et passez à autre chose, comte. Il y a d'autres femmes en France. » Quelque chose en Samuel se brisa. 15 ans de culpabilité contenue, d'émotions refoulées, de colère contre l'injustice explosèrent. Il descendit de cheval d'un mouvement fluide et marcha droit vers le baron, ignorant les régisseurs et leurs armes. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix basse et létale. « J'ai échoué une fois à protéger quelqu'un que j'aimais. Elle est morte parce que j'ai hésité, parce que j'étais trop poli, trop respectueux des normes. Je ne referai pas cette erreur. Amenez Constance ici, maintenant, où je jure sur tout ce qui est sacré que je ferai de votre vie une ruine. » Des menaces en l'air. « J'ai un accès direct au président, » l'interrompit Samuel. « Des documents sur chaque acte de cruauté que vous avez commis. Des témoins prêts à témoigner sur les conditions de vos ouvriers. Assez de preuves pour vous faire perdre non seulement votre réputation, mais aussi votre propriété. » Le baron hésita, voyant quelque chose dans les yeux de Samuel qui le fit reconsidérer. Ce n'était pas le diplomate poli qu'il avait reçu à sa table des semaines auparavant. C'était un homme au-delà de la négociation, au-delà de la raison sociale. À ce moment, une voix claire coupa l'attention. « Père !» Tout le monde se tourna. Constance était sur le perron, apparemment libre, mais elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait une demi-douzaine d'employés du domaine, y compris plusieurs, qui avaient été des travailleurs exploités et récemment émancipés. Ce fut l'une d'entre eux, une femme âgée qui avait servi dans la grande maison depuis l'enfance de Constance, qui parla. « Nous l'avons libérée, » dit la femme. « Vous pouvez nous punir si vous le voulez, baron, mais nous avons tous vu ce que vous avez fait, et nous sommes fatigués de regarder la cruauté sans rien dire. » C'était une mutinerie silencieuse. Pas violente, pas bruyante, mais absolue. Les ouvriers du domaine Saint-Sébastien, ceux qui avaient subi la tyrannie du baron pendant des années, avaient simplement décidé qu'ils ne le toléreraient plus. Constance descendit les marches avec dignité, bien que ses mains tremblassent. Quand elle atteignit Samuel, il la prit dans ses bras, la serrant comme s'il n'allait plus jamais la lâcher. « Tu es venu, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je viendrai toujours, » répondit-il. « Toujours. » Constance se tourna alors pour faire face à son père. Le baron semblait soudain petit, diminué par la rébellion silencieuse de ses propres employés, par la présence intimidante de Samuel, par la perte évidente de contrôle sur tout ce qu'il avait construit. « Vous m'avez appris beaucoup de choses, père, » dit Constance, sa voix ferme malgré les larmes qui lui brûlaient les yeux. Vous m'avez appris que le pouvoir sans compassion est de la tyrannie, que l'autorité sans justice est de l'oppression, qu'un homme qui ne peut gagner le respect ne peut qu'exiger la peur. Et vous m'avez appris, plus important encore, que je ne veux jamais être comme vous. Constance. Non, l'interrompit-elle, vous avez eu votre chance, plusieurs chances. Et à chaque fois, vous avez choisi la cruauté plutôt que la bonté, le contrôle plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que la rédemption. Je vais épouser Samuel. Je vais vivre une vie où je serai respectée comme une égale, et vous vivrez avec les choix que vous avez faits.
Elle se tourna alors, prit la main de Samuel et s'éloigna du domaine Saint-Sébastien sans regarder en arrière. Le baron Joseph de Valois resta seul sur le perron de sa grande maison, regardant la calèche disparaître dans la nuit, tandis que ses employés se dispersaient silencieusement, et il réalisa qu'il avait construit un empire de peur qui, à la fin, ne pouvait retenir la seule chose qui comptait. Biarritz, 1895. 8 ans plus tard, le soleil du samedi matin se déversait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, illuminant 2 petits visages penchés sur un grand livre d'illustrations botaniques. Isabelle, 6 ans, traçait les pétales d'une orchidée rare avec un doigt délicat, tandis que Béatrice, 4 ans, posait des questions incessantes sur la raison pour laquelle les fleurs avaient des couleurs différentes. Constance de Valois-Beaumont, à 30 ans, observait ses filles avec un sourire qui la surprenait encore par sa spontanéité. Il fut un temps où elle ne pouvait imaginer sourire sans effort, où chaque moment de joie semblait volé, précaire, destiné à être repris. Maintenant, à 30 ans, avec des filles d'argent prématurées apparaissant déjà dans ses cheveux sombres, elle avait appris que le bonheur n'avait pas besoin d'être performatif ou défensif. Il pouvait simplement exister, tranquille et constant, comme la rivière qui coulait à travers les jardins. Samuel entra dans la bibliothèque, portant une pile de courriers. À 46 ans, il avait plus de cheveux gris, des rides plus profondes autour des yeux, mais l'ombre qui avait habité son regard pendant si longtemps avait complètement disparu, remplacée par une sérénité qui semblait inépuisable. « Encore des lettres pour la bibliothèque », annonça-t-il en les posant sur le bureau de Constance. 4 femmes de la région demandant la permission d'utiliser les ressources, 2 enseignantes voulant collaborer à notre programme d'alphabétisation, et une lettre particulièrement touchante d'une jeune femme qui dit que la lecture de nos livres lui a sauvé la vie. La bibliothèque publique pour femmes du Val-de-Loire avait été le projet de Constance au cours des 5 dernières années. Elle avait commencé modestement, juste une pièce dans la propriété que Samuel avait achetée pour eux, près de Saumur, avec peut-être 500 volumes donnés de sa collection personnelle. Mais elle avait grandi au-delà de ses attentes les plus optimistes. Elle occupait maintenant un bâtiment à part entière, avec plus de 3000 volumes, des salles de lecture, des espaces pour des cours et des programmes d'éducation pour les femmes de toutes les classes sociales. « Celle-ci », dit Constance en ouvrant la dernière lettre. Elle dit que son père lui interdisait de lire, mais elle venait ici en secret. Maintenant, elle l'a convaincue de la laisser devenir enseignante. Elle veut donner la moitié de son salaire à la bibliothèque. Samuel lui embrassa le sommet de la tête. « Vous changez le monde, un esprit libéré à la fois. »« Nous changeons le monde, » corrigea-t-elle. « Vous avez tout financé, vous vous êtes battu contre chaque objection légale. Vous avez utilisé vos relations pour que le gouvernement la rende officielle. »« Je n'ai fait qu'ouvrir des portes, » dit Samuel. « C'est vous qui les franchissez et les gardez ouvertes pour les autres. » Isabelle leva les yeux de son livre. « Maman, quand je serai grande, est-ce que je pourrai travailler à la bibliothèque aussi ?»« Ma chérie, » dit Constance en s'agenouillant pour être à la hauteur de sa fille. « Tu pourras faire tout ce que tu voudras quand tu seras grande, absolument tout. Il n'y a pas de limite à ce que les femmes peuvent accomplir quand elles ont l'éducation et l'opportunité. Je veux être une scientifique, » déclara Isabelle avec le sérieux absolu d'une enfant de 6 ans, et découvrir de nouvelles espèces de fleurs. « Alors, tu seras une scientifique, » dit Samuel en les rejoignant au sol. « Ta mère et moi veillerons à ce que tu aies toute l'éducation nécessaire. » Béatrice, ne voulant pas être en reste, déclara qu'elle serait une exploratrice et découvrirait de nouvelles terres. Constance et Samuel échangèrent un regard amusé. Leur fille avait hérité de la détermination de leurs 2 parents et de la confiance qui venait du fait de grandir dans un foyer où leurs esprits étaient autant valorisés que leurs manières. Plus tard cet après-midi-là, après que les filles eurent été emmenées pour leur promenade quotidienne dans les jardins par la gouvernante, Constance et Samuel marchèrent ensemble sur la propriété.
C'était une habitude qu'ils avaient gardée depuis leur premier jour à Biarritz, ces moments volés, juste pour eux, où ils pouvaient parler librement de tout et de rien. Ils passèrent devant les écuries où Samuel gardait ses chevaux, le potager que Constance avait insisté pour planter elle-même, et le petit belvédère qu'il avait fait construire pour elle, au point le plus haut de la propriété, d'où l'on pouvait voir à la fois les montagnes et la vallée en contrebas. « J'ai eu des nouvelles de votre père, » dit Samuel prudemment. Il parlait rarement du baron Joseph, mais il était inévitable que son nom surgisse de temps en temps. Constance s'arrêta, son cœur se serra d'une douleur familière. « Il est malade ? Il est mort, il y a 3 semaines, de son cœur apparemment. » Constance ne ressentit pas la douleur aiguë qu'elle attendait. Au lieu de cela, elle ressentit une tristesse lointaine et globale, non pas pour qui son père avait été, mais pour qui il aurait pu être s'il avait choisi différemment. « Est-il mort seul ?» demanda-t-elle. « Oui, les domestiques l'ont trouvé dans sa bibliothèque. Il semble qu'il lisait de vieilles lettres de votre mère. » Constance ferma les yeux. Elle pouvait l'imaginer si clairement, le vieux tyran, diminué et solitaire, essayant de trouver un lien dans les pages jaunies d'une femme morte depuis plus de 20 ans. Une partie d'elle voulait ressentir de la satisfaction, une justice poétique, mais elle ressentait surtout de la pitié. « Il a fait des choix, » dit Samuel doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. « Des choix cruels qui vous ont profondément blessé. Vous ne lui devez ni pardon, ni chagrin. »« Je sais, » dit Constance, « mais je ne peux m'empêcher de me demander. S'il avait choisi différemment, s'il avait traité ma mère avec amour, s'il m'avait vu comme une personne au lieu d'une propriété, comme sa vie aurait été différente. Vous ne pouvez pas porter la responsabilité de ses choix, dit Samuel en prenant ses mains. Il a eu toutes les occasions de changer. Vous lui avez même donné une dernière chance. Il a choisi son orgueil plutôt que son amour. Ce n'est pas votre faute. Je sais, répéta Constance, et cette fois elle le crut. Elle avait passé des années à parler avec une femme médecin à Biarritz, une femme remarquable qui avait étudié à Paris et comprenait les traumatismes d'une manière que la plupart des médecins ignoraient. Constance avait appris qu'elle pouvait reconnaître la tragédie de la vie de son père sans en assumer la responsabilité. Elle pouvait avoir pitié de lui sans lui pardonner. Elle pouvait avancer sans porter sa culpabilité. « Ils veulent que vous alliez au domaine, » dit Samuel, « pour régler les affaires de la succession en tant qu'unique héritière. »« Je vendrai tout, » décida Constance rapidement. Toute la propriété, et j'utiliserai l'argent pour agrandir la bibliothèque, créer un fonds d'éducation pour les filles d'ouvriers agricoles, transformer son héritage en quelque chose qu'il aurait détesté, la liberté pour les femmes. Samuel sourit, ce sourire qui transformait tout son visage et lui rappelait pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. « Vous êtes une femme remarquable, Constance de Beaumont. »« Je suis une femme libre, » corrigea-t-elle. Et cela fait toute la différence. Ils continuèrent à marcher jusqu'à atteindre le belvédère. La vue était spectaculaire. Le soleil commençant à descendre peignait les montagnes d'or et de pourpre, et en dessous d'eux, la vallée s'étendait en un patchwork verdoyant de fermes et de forêts. « Vous savez à quoi je pense parfois ?» dit Constance en s'appuyant contre Samuel. « Je pense à cette nuit où vous m'avez emporté hors du domaine. J'étais inconsciente de fièvre, et je ne savais pas que ma vie était en train de changer complètement. Je n'ai pas eu le choix à ce moment-là. Vous avez décidé pour moi. Je le regrette, dit Samuel. Je sais à quel point vous tenez à avoir le choix. Ne le regrettez pas, l'interrompit-elle, parce que même si cette décision n'était pas la mienne, toutes celles qui ont suivi l'ont été. J'ai choisi de rester. J'ai choisi de tomber amoureuse. J'ai choisi de vous épouser. J'ai choisi d'élever nos filles avec une liberté que je n'ai jamais eue. J'ai choisi de construire la bibliothèque. Chaque choix après cette nuit-là a été le mien, et je les referai tous. Samuel la tourna pour lui faire face, ses mains encadrant son visage avec une tendresse qui la surprenait encore après 8 ans de mariage. « Et je vous choisis, dit-il, chaque jour, à chaque décision. Vous m'avez libéré tout autant que je vous ai libéré.
De votre culpabilité, acquiesça Constance, de ma culpabilité, de ma solitude, d'une vie qui était une existence sans signification. Il l'embrassa doucement sur le front. Vous m'avez rendu la vie, Constance. Ils restèrent ainsi tandis que le soleil continuait sa descente, deux survivants de leur propre prison, maintenant libres non seulement des circonstances extérieures, mais aussi des chaînes intérieures qu'ils avaient portées si longtemps. Quand ils rentrèrent à la maison, ils trouvèrent Isabelle et Béatrice qui les attendaient dans la bibliothèque avec une surprise. Elles avaient créé leur propre livre, des feuilles de papier pliées et agrafées ensemble, remplies de dessins de fleurs et d'histoires inventées, écrites d'une écriture d'enfant tremblante. « Nous les avons faits pour la bibliothèque », annonça fièrement Isabelle, « pour que d'autres petites filles puissent les lire. » Constance sentit des larmes lui brûler les yeux. Des larmes de joie, cette fois. Elle prit les précieux livres et les serra comme des trésors. « Je les mettrai dans un endroit spécial », promit-elle, bien en vue, pour que tout le monde voie que même les plus petites voix méritent d'être entendues. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies et que la maison fut silencieuse, Constance se rendit dans le grand salon, où elle gardait encadrée au mur la première lettre que Samuel avait écrite en assumant sa tutelle. Les mots étaient légèrement estompés maintenant, mais elle pouvait encore les lire clairement. À compter de ce jour, Constance de Valois est sous ma protection légale. Personne ne sera autorisé à lui faire du mal à nouveau. Personne. En dessous, Constance avait ajouté un deuxième cadre quelques années plus tôt. Il contenait une citation qu'elle avait trouvée dans l'un des livres de philosophie de Samuel. « La liberté n'est pas simplement l'absence de chaînes, mais la présence de possibilités. » Elle toucha doucement les deux cadres. Le document qui avait transformé la peur en sécurité, les mots qui avaient transformé la sécurité en véritable liberté. Et entre les deux, toute une vie vécue avec choix, dignité et amour. Samuel apparut derrière elle, l'enlaçant dans ses bras. « À quoi pensez-vous » ? « À la façon dont la gratitude et l'amour ne s'excluent pas mutuellement, » dit-elle. Comme je suis reconnaissante chaque jour que vous m'ayez sauvée, tout en sachant que l'amour que je ressens va bien au-delà de la gratitude. Et je suis reconnaissant, dit-il contre ses cheveux, que vous m'ayez sauvée aussi, de m'avoir montré que les échecs passés ne définissent pas les avenirs possibles. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant l'un l'autre dans la quiétude de leur foyer, entourés des preuves d'une vie bien vécue. Des livres lus et débattus, des filles dormant en sécurité à l'étage, une bibliothèque qui changeait des vies chaque jour, et une histoire d'amour qui avait commencé par une protection mais s'était épanouie en un véritable partenariat. Constance de Valois-Beaumont avait 30 ans. Elle avait maintenant vécu plus longtemps libre qu'emprisonnée, mais elle n'oublierait jamais d'où elle venait, car ce souvenir lui faisait chérir chaque moment de liberté, chaque choix qu'elle pouvait faire, chaque mot qu'elle pouvait prononcer sans crainte de punition. Et quand elle ferma enfin les yeux cette nuit-là, blottie contre l'homme qui l'aimait comme son égal, entourée de filles qui ne connaîtraient jamais le poids d'une autorité patriarcale incontrôlée, elle dormit du sommeil profond de quelqu'un qui avait conquis non seulement la sécurité, mais une véritable libération. La protection du comte s'était transformée en quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient tous deux anticipé. Pas seulement un refuge, mais une fondation. Pas seulement un sauvetage, mais une renaissance. Pas seulement la survie, mais une vie véritablement vécue. Et c'était plus que suffisant. C'était tout.